Donc bonjour, on va commencer donc, bienvenue à ce webinaire de présentation des résultats du projet Gluten, mythe ou réalité. C'est un projet en fait, qui se clôture après, 7 ans de collaboration intense, entre, des paysans meuniers, paysans, boulangers, des artisans boulangers, des artisans meuniers et aussi pastiers et des chercheuses, de l'INRAE qui, voilà, nous ont permis après, plusieurs années d'arriver à ces petites présentations. Donc ce webinaire s'insère dans un cycle de 3 webinaires. Nous avons eu, vendredi, vendredi après-midi pardon, une heure et demie où nous avons pu présenter les résultats sur le blé dur et la filière, des pâtes, de production de pâtes. Nous avons eu, vendredi après-midi, un petit webinaire de présentation grand public, d'1 heure, qui synthétisait l'ensemble des résultats avec un focus particulier sur les enquêtes sociologiques et nous allons, maintenant, faire un focus sur la filière pain et les résultats que nous avons autour du blé tendre et de la production de pain. Donc merci à tous d'être présents. Je vois que voilà, il y a 32 participants, donc nous allons commencer. Moi, je suis, Christelle Moinet, je suis coordinatrice du Biocivam de l'Aude et je vais faire un petit peu l'historique de ce projet avant de céder la parole aux personnes, qui vont, faire cette présentation, avec moi. Dominique, est-ce qu'il serait possible de passer à la diapositive suivante? C'est fait. Donc, Ah, est-ce que ça marche sur les d'accord. autres? Donc, Marie-Françoise, tu vois la eh diapo ou pas? oui, La diapo OK. suivante, à l'origine du projet, ouais. Oui, voilà, super. Donc, à l'origine du projet, en quelques mots, donc depuis plusieurs années, le Biocivam de l'Aude et les agriculteurs, associés au Biocivam de l'Aude travaillaient avec l'INRAE sur les questions de sélection participative du blé dur et de fil en aiguille, plusieurs, acteurs de la filière, boulange, se sont demandés et ont fait part en fait de leur réflexion à Dominique Desclos avec qui on collaborait sur le blé dur, finalement pourquoi est-ce que, des consommateurs de pain, paysans donc ou paysans ou artisans mais fabriqués la plupart du temps avec, des farines bio écrasées sur meule de pierre, avec des fermentations longues au levain. Pourquoi en fait ces boulangers, avaient des clients qui disaient mieux digérer, leur pain ou leurs pâtes, que ce qu'ils pouvaient, trouver, dans le commerce. Et donc en fait, de cette question de se dire: «Mais pourquoi est-ce que nos pains seraient plus digestes?» Et donc à partir de ce constat initial et beh, on a sollicité, des chercheuses de l'INRA pour essayer de nous répondre à ces questions. On a eu, la chance de pouvoir être soutenus, à l'époque par la Fondation de France, pour lequel a suivi, la région Occitanie et là dernièrement, les financements européens FEADER pour pouvoir communiquer les résultats du produit et c'est ainsi qu'on a initié, une collaboration, comme je disais, de plus de 7 ans, depuis les premières, questionnements en fait, pour arriver aux résultats que nous allons, présenter aujourd'hui. Hem Donc c'est un projet de longue haleine, c'est un projet de recherche participative sur lequel on a eu en fait, récolté énormément de données. Il y a eu beaucoup de mobilisation, voilà au moins une quinzaine d'agriculteurs, de transformateurs qui se sont investis dans le projet à différentes étapes, une dizaine de chercheuses pour, former une équipe, rapprochée dans des disciplines, différentes. Ensuite il y a eu, des fabrications d'échantillons, donc il y a eu, plus de fabrications, une 13 ou 15 fabrications chez les artisans, ou chez les paysans. Il y en a eu 2 ou trois en labo. Il y a, 8 500, kilogrammes de grains qui ont été récoltés, à l'unité Diascope, à Montpellier, un site de l'INRAE.
Il y a 235 pains qui ont été fabriqués, 65 lots de pâtes qui ont été fabriqués. Voilà, ça a été beaucoup. Il y a 25 levains qui ont été récoltés, qui ont été analysés. On a beaucoup de données. En tout, ça a été plus de 13 000 données qui ont été, travaillées. Les premiers résultats ont été présentés cet été, aux équipes rapprochées, tant de chercheurs, que de producteurs et de transformateurs, pour voir un petit peu à quelle conclusion on arrivait. Et voilà, c'est maintenant qu'on va partager avec vous ces conclusions, sachant que là, on va avoir en fait, la présentation donc, rapidement des informations, des données des analyses, des études sociologiques. Parce qu'effectivement, j'ai oublié de vous dire, mais il y a plus de 500 personnes qui ont répondu à des questionnaires, d'analyse sociologique, et 38 qui ont été interviewées en enquête, qualitative. Donc on va rapidement avoir un petite information là-dessus. Si vous souhaitez plus de détails sur les analyses sociologiques, il faudra regarder en replay, le webinaire de vendredi, en fin d'après-midi, destiné au grand public, plus spécifiquement, où là, on a eu le temps de détailler cette question, tant dans les présentations des chercheurs que dans les questions qui ont été posées. Ensuite, on vous fera un tour sur les analyses et les résultats, des analyses biochimiques, avec un focus sur la fermentation, et on laissera un temps de questions-réponses. On vous demandera d'indiquer les questions-réponses dans l'icône que vous voyez qui est écrit questions-réponses, et on essaiera d'y répondre sur la dernière partie de ce questionnaire, de ce webinaire, excusez-moi. Je vais laisser, la parole à, Grégory Ackermann et Paul Coerquetin, s'il est présent, en tout cas Grégory, pour pouvoir, nous présenter, les résultats de l'analyse sociologique. Merci Christelle. Donc bonsoir à toutes et à tous. Donc je vais vous présenter en vraiment quelques minutes, en 5 minutes, les grands résultats en fait de cette enquête sociologique qu'on a menée. Donc d'une part, on a diffusé un questionnaire auprès de effectivement 500 personnes. On a eu 324 réponses, ce qui est déjà beaucoup. Donc ces 324 personnes, ce sont des personnes qui se disaient sensibles au gluten. Et puis, on a diffusé une étude, réalisé une étude par questionnaire, par entretien semi-directif, je vais y arriver, auprès de 38 personnes. Donc là, on a fait des entretiens approfondis pour comprendre la trajectoire des personnes, la manière dont elles arrêtaient de consommer du gluten, puis la manière dont elles retournaient à des pains plus issus de filières de proximité. Donc, parmi les résultats, les principaux résultats, alors d'une part, c'est qu'on a effectivement une population de consommateurs qui se disent sensibles au gluten, mais ce sont des consommateurs, on voit qu'ils sont vraiment préoccupés par des problèmes de santé, plus que par une envie de consommer autrement, ce type de motivation qu'on peut retrouver dans la consommation de produits alternatifs, etc. Mais là, on est vraiment sur une population de personnes qui sont vraiment focalisées vraiment sur leur trajectoire de santé. Et du coup, ça donne finalement une population qui ne consomme pas forcément beaucoup de produits céréaliers. Dans le questionnaire qu'on a eu, sur les 325 réponses, on en a eu une trentaine, une quarantaine, 10-15% de gens qui nous disaient vraiment qu'on continuait à aujourd'hui consommer des produits céréaliers. Mais donc, voilà, il y a une grande majorité qui n'en consomment plus. Donc, on est vraiment sur cette hypothèse de personnes qui sont sur des problématiques de soins, des problématiques de retrouver sa santé, retrouver et chercher aussi à faire reconnaître sa sensibilité par le monde médical avec des parcours de soins qui sont parfois un peu compliqués. Voilà. Et l'autre chose qui est importante de dire, je pense, c'est justement ces trajectoires de ces personnes sensibles. Finalement, elles sont assez longues, elles sont assez difficiles et elles sont beaucoup tournées sur des échanges 2 à 2 avec très peu, une absence un peu de collectif, d'associations ou très peu d'associations, de collectifs, de groupes ou même de livres ou de médecins qui seraient comme ça identifiés facilement par les personnes. Donc, ce qui fait qu'on est sur des trajectoires un peu solitaires où les gens
à partir du moment où ils ont trouvé, qu'ils ont identifié que le gluten était la cause de leurs troubles, du coup, en fait, ont tendance à avoir du mal à revenir ensuite sur les produits, issus des filières de proximité. Donc, on a comme ça une disjonction entre une phase où il y a une déconstruction du répertoire alimentaire et puis ensuite, beaucoup plus tard, et seulement pour certains, ça c'est important de le dire, seulement pour certains, une phase de reconstruction dans laquelle finalement on a des personnes qui retournent vers des produits céréaliers. Et même lorsqu'ils retournent vers des produits céréaliers artisanaux issus de filières de proximité, on se rend compte que les personnes ne vont pas avoir une consommation très importante de ces produits. Ils vont pour certains en consommer que de temps en temps, dans des occasions un peu spéciales, ou bien ils ont développé une capacité à ressentir à quel moment ils peuvent s'arrêter de consommer ou ils doivent s'arrêter de consommer. Donc on est comme ça sur des gens qui développent une capacité à identifier des seuils, et dans tous les cas, ça ne sera jamais des consommations très importantes. Donc c'est ça qui est important de dire, c'est que voilà, on a des gens qui ont beaucoup de mal dans leur trajectoire à comprendre les effets de leurs symptômes, disons, et comprendre les causes de leurs symptômes, qui vont ensuite découvrir que le gluten était lié à leurs symptômes et vont du coup avoir un rejet un peu massif des produits céréaliers. Et enfin, ils vont par la suite retourner vers ces produits, parfois guidés par des producteurs qu'ils rencontrent dans des lieux de distribution alternatifs. Mais finalement, on est voilà, sur une consommation qui n'est pas encore, qui n'est pas très importante. Et puis du coup, bah, il y a une absence de savoir, et ça c'est très important de le dire aussi, une absence de ressources un peu communes, collectives, qui permettrait à ces consommateurs non seulement de comprendre rapidement que le gluten est le problème qui les touche, mais aussi que finalement, ils peuvent s'assurer, ils peuvent manger d'autres types de produits de manière plus sûre et avec voilà, moins de problèmes de digestion en les consommant. Et du coup, ce projet va, j'espère, contribuer à mieux, voilà, à mieux solidifier les savoirs autour de ces questions de gluten. Merci beaucoup, Grégory, pour cette présentation courte. On va laisser un petit temps de questions maintenant. S'il y a des personnes qui souhaiteraient réagir ou poser quelques questions à Grégory, c'est l'occasion. On continuera et il y aura un autre temps de questions où vous pourrez revenir aussi sur ces questions sociologiques, mais tant que c'est à chaud, voilà, peut-être que certaines personnes veulent en profiter et poser quelques questions. Si personne n'ose se lancer, pour l'instant, on peut peut-être passer à la suite, sachant que, voilà, on aura largement le temps. Préparez vos questions parce qu'on aura le temps de pouvoir échanger aussi sur tous ces résultats, dont les enquêtes, sociologiques et les résultats, de l'analyse sociologique. Dominique, Desclos et Marie-Françoise Sanson, je vous laisse la parole. Donc, je suis Marie-Françoise Sanson, je suis ingénieure INRAE à Montpellier et je vais vous parler des protéines du pain et comment on y accède. Donc, nous nous sommes focalisés sur les protéines du pain. Ces protéines proviennent de la pâte à pain, bien sûr, et elles proviennent plus en amont de la farine et du grain. Dans le grain, ces protéines sont localisées principalement dans l'albumène amylacé. Cet albumène amylacé représente la plus grande partie du grain. Ces protéines sont localisées dans les cellules de l'albumène et dans les parois cellulaires. Et dans les parois cellulaires, on trouve notamment une classe de protéines qui représente environ 20% des protéines totales du grain. C'est en fait pas une seule classe, mais deux classes de protéines qu'on appelle les albumines et les globulines. On trouve d'autres protéines qui sont majoritaires dans ces cellules de l'albumène. Ces protéines sont les gliadines et les gluténines.
Les gliadines sont présentes sous forme de monomères, tandis que les gluténines sont associées entre elles par des liaisons que j'ai figurées en pointillés sous forme de macropolymères ou d'agrégats dans les cellules de l'albumène. Ces protéines de réserve représentent environ 80% des protéines totales du grain et ce sont elles qui vont servir de réserve nutritive pour le développement de la jeune plantule après la germination. Ces gluténines, ces gliadines et ces albumines, on les retrouve bien sûr dans la farine après la mouture. Et ces protéines vont s'associer entre elles pour certaines dès lors que l'on va apporter de l'eau et de l'énergie mécanique. Elles vont changer de conformation pour se réassocier au niveau de la pâte à pain. De nouvelles liaisons, des liaisons vont se défaire puis se recréer et on va former ce que l'on appelle le réseau de gluten. Ce gluten, dès lors que l'on va appliquer un traitement thermique pour pour cuire le pain, de nouvelles liaisons vont se créer, donc elles sont figurées en rouge. Ce sont des liaisons qui sont assez fortes. Pour la plupart, ce sont des liaisons disulfure qui vont se créer entre des acides aminés qui comportent des résidus soufrés. Et la cuisson va provoquer une dénaturation thermique des protéines et la création de ces liaisons et une insolubilisation de ces protéines. Et c'est cette insolubilisation que l'on va mesurer par la suite, ce degré d'insolubilisation qu'on va mesurer par la suite. Ces protéines de réserve qui donnent le gluten lui confèrent ses propriétés technologiques. Maintenant, si l'on s'intéresse aux pathologies liées aux céréales, les gliadines et les gluténines sont impliquées dans la maladie cœliaque. Ce sont des portions d'acides aminés qui vont provoquer une réaction adverse, notamment au niveau intestinal, chez les êtres humains. Les gliadines sont, en particulier une classe de gliadines, les oméga-gliadines, sont impliquées dans les phénomènes d'allergie, ainsi que certaines albumines globulines. Si l'on s'intéresse maintenant à la sensibilité non cœliaque aux céréales, on ne sait pas parmi toutes ces protéines de l'albumène et des autres fractions du grain de blé, quelles sont celles qui pourraient être impliquées dans cette sensibilité. Est-ce que ce sont les gliadines? Est-ce que ce sont les gluténines? Certaines protéines, certaines albumines globulines comme les inhibiteurs d'enzymes, les ATI, ont été mentionnées dans la littérature, ainsi que des albumines du germe, qu'on appelle les W8-germagluténines, ont aussi été mentionnées dans la littérature. On a pointé du doigt pour cette maladie d'autres composés, en particulier des sucres fermentescibles que l'on voit apparaître souvent dans la littérature ou dans les magazines sous le nom de FODMAPs. Comment on extrait ces protéines à partir du pain? Donc, on va utiliser des solvants qui vont permettre de casser les liaisons pour pouvoir récupérer un liquide qui contient les protéines. Dans un premier temps, avec un détergent, on va récupérer des protéines dites aisément extractibles qui vont résulter de la cassure de ces liaisons faibles en pointillés. Mais on a une partie de la molécule de l'assemblage de gluten auquel on n'a pas accès. Diapositive suivante. Et pour y avoir accès, on va être obligé d'utiliser un solvant beaucoup plus puissant et des réducteurs pour briser les petites liaisons qui sont en rouge. Et là, après une deuxième extraction, on va avoir les protéines difficilement extractibles dans ce petit flacon qu'on a figuré en orange. Et on connaît la teneur en protéines du pain, on connaît la quantité de protéines aisément extractibles et ainsi que la quantité de protéines difficilement extractibles. Et par déduction, on va avoir ou pas une fraction de protéines inextractibles que l'on a symbolisé dans ce petit flacon rouge. Par la suite, les codes couleurs, nous allons utiliser ces 3 codes couleurs, les facilement extractibles en vert, les plus difficilement extractibles en orange et les protéines inextractibles seront avec un code couleur rouge.
Nous nous sommes procurés des pains à la fois chez des paysans et des artisans et des pains en grande et moyenne surface. Et nous avons regardé la solubilité des protéines de ces pains. Et comme vous pouvez le voir, on a une solubilité qui est différente. On a beaucoup plus de protéines aisément extractibles chez les pains issus des paysans artisans qu'à partir des pains achetés en grande surface. Et ceci pour des pains, que ce soit chez les paysans artisans ou dans les pains collectés en grande surface, on a une teneur en protéines qui est équivalente. La différence ne se fait pas sur la teneur en protéines totale des pains. Heu, donc on a étudié la solubilité des protéines, mais aussi on s'est intéressé à la digestibilité de ces protéines. Alors on n'a pas pu utiliser des moyens très lourds, notamment un digesteur, mais on a utilisé un test de protéolyse, in vitro. On a regardé, les enzymes qui étaient, dans l'estomac, donc la pepsine, on l'a reprise pour notre test et on a pris un certain nombre, d'enzymes qui sont présentes au niveau intestinal, comme, la trypsine et la chymotrypsine et on a ajouté ces 2 enzymes, à la pepsine pour faire un cocktail enzymatique que l'on a fait agir sur, des tranches de pain. On a pris la mie, que l'on a lyophilisée et broyée. Donc, on a regardé au bout de 3 heures de digestion ce qu'il nous restait comme protéines non digérées dans la fraction, insoluble, dans le résidu, solide au fond du tube. En reprenant les pains que l'on avait tout à l'heure, pour lequel on a étudié la solubilité des protéines, on s'aperçoit que la quantité de protéines non digérées est plus importante dans les pains achetés en grande et moyenne surface. Donc à partir de là, on s'est posé des questions. Pourquoi de telles différences? Est-ce que les différences sont liées à la variété utilisée ou est-ce que les différences sont liées au procédé de transformation? Donc, pour vous aider à réfléchir un peu là-dessus, je vais laisser la parole à Dominique Desclaux. Merci. Bonjour à tous. Donc, Dominique Desclaux, je suis chercheur à Hydrae et co-responsable avec Christelle Moinet de ce projet gluten, mythe ou réalité. Donc, nous avons effectivement pris quelques variétés qui sont recommandées par la meunerie française et par la boulangerie française, que nous appellerons les variétés recommandées par l'industrie pour faire vite. Et puis, 4 variétés qui sont parmi les plus utilisées en région Occitanie, on va dire, par les paysans et certains artisans, que l'on appellera dans la suite de l'exposé variétés utilisées par les paysans. Ces variétés ont toutes été cultivées à la station expérimentale INRAE de Moguio. Les grains sont partis dans le moulin de François Kriserg, qui est un moulin du Tyrol, Meule de Pierre. Et à partir de ces mêmes farines, nous avons demandé donc à un artisan, Stéphane Marou, de réaliser des pains selon sa propre façon de panifier. Donc la panification de Stéphane, j'espère que Stéphane, tu es là et que tu pourras me corriger s'il y a un problème. Stéphane a utilisé pour chacune des variétés 3,5 kg de farine, mais les chiffres indiqués sont faits par rapport à 1 kg de farine. Donc pour 1 kg de farine, il y a une hydratation qui est assez importante, puisqu'on est à 73% d'hydratation. Il apporte du levain de l'ordre de 300 grammes pour 1 kg de farine et 21 grammes de sel. Tout ça est pétri dans son moulin VMI spirale en vitesse 1 et selon les variétés de 3 minutes 30 à 8 minutes. La température du fournil était de 23 degrés et la température de la pâte après pétrissage variait selon les variétés de 26 à 28 degrés. La durée totale de la fermentation a été de 6 heures, dont en pointage, on avait une moyenne de 2h15. Les pains prêts à l'enfournement avaient une température de 23 à 25 degrés et ils ont été cuits 25 minutes dans un four à bois.
on observe, donc vous retrouvez ici ces fameux petits tubes avec les protéines aisément extractibles en vert et les protéines plus difficilement extractibles en orange. Pour chacune des variétés, les 5 variétés à gauche sont celles qui sont recommandées par l'industrie, les 4 variétés à droite sont celles qui sont utilisées par les artisans paysans. On observe une diversité selon la variété. On va avoir des variétés pour lesquelles on trouve un assez grand nombre de protéines aisément extractibles, de l'ordre de 44-45%. On a par exemple ici l'exemple du barbu du Roussillon ou barbu du Pirée. On a des variétés pour lesquelles on a un nombre de protéines qui est un peu légèrement moindre. On va noter le rouge de Bordeaux, Soissons, Renan, Chevalier également, et enfin des variétés pour lesquelles on a statistiquement moins de protéines aisément extractibles, Caporne, Pyrénéo, population Trésier et Touzel. Et de fait, si on a peu de protéines aisément extractibles, on va avoir beaucoup de protéines difficilement extractibles, puisque au total, on est sur quasi du 100%. Si on s'amuse à faire la moyenne de ces variétés, donc des 5 variétés qui étaient à gauche et des 4 variétés qui étaient à droite, on se rend compte que si on les moyenne, on n'a pas de différence. Statistiquement, et vous le voyez par les chiffres vous-même, hein, on a des chiffres très, très proches, donc très peu de différence. Que retenir de cette première étude sur les variétés? C'est que la facilité d'extraction des protéines varie bien selon la variété. On a vraiment une variabilité génétique du caractère qui est marquée, mais ces résultats ne nous permettent pas de conclure que globalement, en moyenne, on aurait des variétés utilisées par les paysans qui auraient des protéines plus facilement extractibles que les variétés recommandées par l'industrie. Ceci dit, tout ceci est à prendre avec des pincettes, vous l'aurez compris, parce que nous avons quand même que 5 variétés d'un côté et 4 variétés de l'autre. On ne représente pas non plus la diversité du blé tendre qui est largement plus importante. On a vu au niveau des variétés, on va maintenant voir un peu plus en détail au niveau du procédé de transformation. Là, nous n'avons retenu que 2 variétés par groupe. Uniquement 2 variétés parmi celles recommandées par la meunerie et la boulangerie française, Renan et Arezzo, et uniquement 2 variétés qui sont utilisées par les paysans artisans, Rouge de Bordeaux, Barbu du Pirée. De la même manière, ces 4 variétés ont été toutes cultivées dans le même lieu la même année, dans des conditions d'agriculture biologique. Comme précédemment, je n'avais pas dit. Elles ont été moulues chez Alexandra Guénon sur un moulin à strier, donc meule de pierre. À partir de cette farine, nous avons envoyé la farine à 3 endroits différents. Nous l'avons renvoyée chez Stéphane Marou, artisan. Nous l'avons envoyé au CFA d'Albi, qui, eux, ont fait 2 modalités, un pointage bac et une pousse-lente. Et nous l'avons envoyé à Festival des Pins, qui a suivi de façon très nette la norme AFNOR de panification. Si on reprend ce que je vous ai montré tout à l'heure, sur le diagramme de panification de Stéphane Marou, celui-ci, pour le comparer, c'est celui du CFA d'Albi en pousse lente. Qu'est-ce qu'on va repérer comme différence majeure? Là, on va déjà utiliser la vitesse 1 de 6 à 9 minutes, pareil selon la variété, puis on va passer en vitesse 2 pendant 2 à 3 minutes. On a une température du fournil qui est quasi identique à celle de Stéphane, mais la température de la pâte après pétrissage est moindre, de 22 à 24 selon la variété. Il y a eu une première fermentation d'1 heure. Ensuite, les étapes de division, boulage, détente, façonnage, environ classique 10 minutes, et une pousse lente à 6 degrés pendant 15 heures. Puis un enfournement avec une pâte juste au moment de l'enfournement qui est entre 17 et 19 degrés. Une cuisson à 45 minutes dans un four électrique à 250 degrés. Toujours au CFA d'Albi, une autre modalité, pas de changement au niveau du pétrissage, pas de changement au niveau de la température de la pâte après pétrissage. Le changement majeur se fait ici, on est en pointage bac à 4 degrés à 13h30, pendant 13h30.
Puis à reprise, il y a un petit repos de la pâte et ensuite 2 heures entre division et enfournement. Une température de la pâte qui est à peu près du même ordre. Une cuisson pendant 50 minutes dans un four électrique à 250 degrés. Et enfin, Festival des pains, donc là, c'est norme AFNOR, comme je vous le disais, qui indique… alors oui, et la différence majeure, vous l'avez vu, hein, c'est évidemment que là, en CFA, on est en levure, et de même ici au Festival des pains, alors que Stéphane était avec son levain. Et on voit aussi que l'hydratation est moindre que celle qui avait été pratiquée chez Stéphane Marot. Donc, on a ici norme AFNOR, une autolyse pendant 30 minutes, 4 minutes V1, 17 minutes en vitesse V2, une pâte qui sort à une température de 25 degrés, une première 20 à 25 minutes entre la division et le façonnage, un après de 2 heures à 27 degrés, un enfournement et une cuisson 20. Donc, on est bien sur 4 variétés, et vous l'avez compris, toutes issues de la même récolte, de la même mouture. Donc, même farine travaillée par un artisan. Là, on est entre 34,8 et 30 différences significatives ici, là, sur cette manip-là, entre les variétés. Si on regarde maintenant ce que donnent ces farines sur d'autres types de panification, on observe une réduction importante des protéines aisément extractibles. Et donc ici, nous sommes en pointage bac au CFA, en pousse lente au CFA et en norme AFNOR au Festival des pains. Vous voyez en bas la moyenne des protéines aisément extractibles. Donc on est à 35,1 ici, on passe à 19,3 dans cette manip-là, et ensuite on est du même ordre, 16,8, 17 sur ces deux panifications-là. Donc, résultat assez… parce qu'on se rend compte du coup, là, les variétés ne montrent pas de différence aussi. Contre un très fort et de la panification. Donc, on s'est demandé d'où ça venait et finalement quelles étaient les étapes qui pouvaient générer cette différence-là. Quelles sont les étapes des protéines du pain. Nous avons donc manip en réduisant encore le nombre de variétés parce que la manip était lourde. Donc, on a pris uniquement une variété recommandée par l'industrie, Renan, une variété utilisée par les paysans artisans, Barbu. Ces deux variétés ont chacune su 2 types de mouture, cylindre à strier, puis 2 levain levure, 2 types de pétrissage manuel spirale, 2 méthodes de fermentation directe à froid, 2 cuissons, électrique four à bois. Au total, 64 modalités. Les modalités ont été faites essentiellement chez les Compagnons du Devoir à Nîmes, par Émile Black, et à part la manip four à bois qui a été faite, il possède à la fois four électrique et four à bois au même endroit. J'espère que Émile Black est parmi nous et pourra prendre la parole s'il le souhaite. Je vais là tenter de résumer rapidement ce qui a été fait chez lui. Farine, pour 1 kg de farine, une hydratation de l'ordre de 68 à 70%. Et ensuite, la pâte a été soit mélangée avec du levain, soit avec de la levure, et puis une quantité de sel assez
Il y a une autolyse pour ce qui a été pétri de manière manuelle. Et cette autolyse a duré, selon les variétés, de 10 à 20 minutes. Et la moyenne, c'est 16,4 minutes. Pour là, je vais avoir un problème parce que j'ai une barre qui m'empêche de voir. Voilà, je la mets en bas. Pour le pétrissage spiral, on avait une vitesse V1 pendant 5 minutes, selon les variétés de 5 à 6 minutes, et en vitesse V2 pendant 6 minutes. Dominique, Oui. excuse-moi, si je peux t'interrompre, pourrais-tu peut-être couper ta caméra parce qu'on est plusieurs à entendre un petit peu saccader ta présentation. Ah, ok. Merci. La température du fournil était de 21 degrés. La pâte en moyenne, la température de la pâte après pétrissage, ce que l'on observe, c'est qu'on a une différence significative au niveau statistique, hein, quand on a un petit taille. Et bon, ça sera discuté avec vous. Il semblerait qu'aussi la farine qui soit issue de meules soit statistiquement, là aussi j'ai oublié de mettre petit a petit b, mais il y a une différence puisque je l'ai indiqué là, est légèrement plus chaude que la pâte qui a été faite à partir de la farine issue d'une mouture cylindre. La fermentation avant mise en chambre de pousse a été de 8 minutes pour le levain et 3 minutes 80 en moyenne pour la levure. Il y a une fermentation contrôlée avant rabat, 65 minutes pour levure et 1h50 pour le levain. Une durée de pointage, puisqu'on va le voir, hein, enfin, on a travaillé en direct et à froid, donc 1 heure pour le direct, 20 heures à froid. Et on avait une température de fin de boulage qui, vous le voyez, était différente selon, bien sûr, qu'on était direct à froid, mais aussi que l'on était levain ou levure. Cuisson 25 minutes à un four électrique. Bon, si on reprend et si on s'intéresse à l'étape de mouture. De mouture, on l'a dit, cylindre. Alors, cylindre labo, hein, puisque ça s'est fait dans le labo INRAE à l'UMR à Montpellier, à Moulin-Buller. Et meule de pierre, moulin à strier. Comparaison des deux. Alors, on va retrouver une teneur en protéines totales, des protéines aisément extractibles en vert, en jaune, en orange, pardon, les difficilement extractibles, en rouge, les protéines inextractibles, et ici, tout ce qui est issu du test de digestibilité in vitro, donc les protéines non digérées qui sont indiquées. À chaque fois qu'on a une première barre ou un premier flacon, c'est celui du barbu. La seconde barre ou le second flacon, c'est Renan, c'est par ordre alphabétique. Barbu, Renan à chaque fois. C'est pour ça qu'on a 2 flacons qui à chaque fois montrent les 2 variétés. On regarde, là ici en fait c'est l'écart entre ce que l'on observe, ce que l'on a obtenu après mouture cylindre et ce que l'on a obtenu après mouture meule. Tout ce qui est en bas, qui va vers, oui, tout ce qui est dirigé vers le bas, signifie que c'est supérieur lorsqu'on est en mouture meule. Tout ce qui est dirigé vers le haut signifie que c'est supérieur lorsqu'on est en mouture cylindre. Donc, on observe au niveau de la teneur en protéines totale, on a l'impression que ce n'est pas énorme, mais s'il y a des petites étoiles jaunes, ça veut dire que c'est très significatif au niveau statistique. Donc, il y a une différence entre meule et cylindre et que donc, on a plus de protéines totales en mouture meule de pierre qu'en mouture cylindre, puisqu'on est dirigé vers en bas qui indique la meule. Au niveau des protéines aisément extractibles, on a aussi une différence très hautement significative et ces protéines sont d'autant plus extractibles que l'on est sur meule de pierre. On va avoir des protéines difficilement extractibles
ou inextractibles et non digérés, plutôt côté cylindre. Ceci dit, au niveau statistique, ce n'est pas significatif, donc non significatif. Même s'il y a une petite tendance, mais ce n'est pas significatif. Que retenir? C'est que les pains fabriqués ont d'autant plus de protéines aisément extractibles que la farine a été produite sur meule de pierre. Si on s'intéresse maintenant au levain, on rajoute la différence levain ou levure. On va trouver tout ce qui est vers le levain vers le bas et la levure en haut. Donc les protéines aisément extractibles sont plus nombreuses dans le cas du levain, alors que les protéines difficilement extractibles, inextractibles et les protéines non digérées sont plus nombreuses avec la levure de boulangerie. Et de manière significative, parfois non significative. Je vous rappelle que là, on est toujours sur du barbu en premier et du Ronan en second. Donc là, on a non significatif sur barbu. Par contre, pour la variété Ronan, sur les pains fabriqués avec la variété Ronan, c'était significatif, la différence. Et en bas, je vous ai indiqué, si on moyenne les deux variétés, qu'est-ce qu'on observe? On observe que ça ressort comme à chaque fois significatif. Donc, on retient là-dessus que ces résultats montrent une incidence majeure et significative du type de ferment sur la qualité des protéines du pain en termes de facilité d'extraction. Si on compare maintenant les deux méthodes de pétrissage, manuel ou spirale, manuel en bas, spirale en haut. Les protéines aisément extractibles sont de manière significativement plus élevée lorsqu'on est en pétrissage spirale. Et les protéines difficilement extractibles, inextractibles et non digérées se retrouvent plutôt du côté manuel de manière significative pour ces deux-là. Donc, on met en évidence là aussi une incidence significative, forte, du type de pétrissage sur la qualité des protéines du pain en termes de facilité d'extraction de ces protéines. Dans notre manip, avec aussi tous les guillemets qu'il faut autour de ça, il semblerait que le pétrissage mécanique induise plus de protéines facilement extractibles que le pétrissage manuel. Les deux méthodes de fermentation que nous avons comparées, directe à froid. Donc, on rappelle la fermentation à froid, c'est un repos de la pâte toute la nuit qui a eu lieu à basse température. Et une fermentation directe où le pétrissage et la cuisson ont eu lieu le même jour. Toujours des pains qui ont été fabriqués par les compagnons du devoir à Nîmes. Donc, exactement dans les mêmes locaux. On va retrouver à froid en bas et direct en haut des protéines aisément extractibles plus importantes à froid, tandis que les difficilement extractibles et les autres n'étant pas trop significatives, à part celle-ci, où on a aussi un taux de protéines non digérées plus importante lorsqu'on est en fermentation directe. Donc, on met en évidence que la fermentation longue à froid induit plus de protéines qui sont facilement accessibles par rapport à une fermentation plus courte, directe, de même qu'elle induit des protéines qui sont plus facilement digérées in vitro, cette fermentation longue. On l'a vu, on a réalisé donc chez Vincent Tourinck une petite manip uniquement sur la cuisson pour essayer de voir l'incidence du type de four. Là aussi, cette manip n'a été réalisée qu'une seule fois, donc il faut faire attention. On n'a pas non plus 15 000 répétitions autour de ça, donc il faut prendre les résultats avec précaution. Ce qui est ressorti de cette manip-là, c'est qu'on avait des protéines plus aisément extractibles et de manière significative avec le four à bois, alors qu'on avait des protéines plus difficilement extractibles avec le four électrique.
Si on résume, j'ai essayé là de vous remettre tous les graphiques que l'on vient de voir sur la même échelle, parce qu'en fait, tout à l'heure, vous n'avez pas fait attention, mais on ne voyait pas trop les échelles. Si je vous les mets sur la même échelle, on voit bien que là où on voit le mieux les différences entre la taille des fioles vertes ou oranges, c'est vraiment pour l'effet ferment. Un petit peu aussi pour cet effet ici pétrissage. Si je reprends de manière un peu différente, mais c'est exactement la même chose que ce que je viens de vous présenter là, c'est juste montrer quel est l'impact des divers facteurs qu'on a en bas, hein, donc variété, mouture, ferment, pétrissage, fermentation, sur ces différents types de protéines que l'on a vus, soit les protéines totales. Donc sur les protéines totales du pain, ce que l'on voit en majeure partie, on a plus de 80% de la variation des protéines totales du pain qui sont dues à la variété. Donc la variété marque énormément sur la teneur en protéines du pain. Par contre, la variété marque peu sur le reste. On la retrouve, on la retrouve quasiment pas, on la retrouve un peu ici. On la retrouve sur les protéines non digérées in vitro où elle influe quand même un peu. La mouture va aussi marquer, on l'a vu sur les protéines totales, on a vu que c'était surtout des moutures meules de pierre qui permettaient d'acquérir aussi des teneurs en protéines totales supérieures par rapport à une mouture cylindre. Bon, ça, c'est quelque chose qui est connu. Donc, on le retrouve bien dans nos résultats. Et on retrouve aussi que la mouture va impacter un petit peu à la fois les protéines inextractibles, mais aussi les protéines non digérées in vitro. Ce qui est majeur hein, dans nos histogrammes, ça, c'est quand même le vert, là, où on a du 78%, 89%, 33%, 50% de variation de ces différents critères en bas qui sont dus au ferment. Donc, on va y revenir, puisqu'on a vu l'importance du levain par rapport à la levure, et on va de suite justement faire un zoom là-dessus grâce à Lauriane Mitton et puis Delphine Sicard. Voilà. Le pétrissage en violet et moindre, hein, on le retrouve un peu pouvant jouer sur les protéines aisément extractibles et jouant pas mal sur les protéines inextractibles. Et enfin, la fermentation en bleu là-haut, qui va surtout jouer sur les protéines non digérées in vitro. Voilà un récapitulatif des différents finalement schémas que l'on a pu voir avant. Là, encore un récapitulatif rapide. J'ai pris donc les deux variétés, Barbu et Renan, mais plutôt dans leur écosystème qui est pour Barbu, Barbu étant une variété utilisée par les paysans et artisans. Elle est souvent moulue sur meule de pierre, elle est très souvent panifiée avec du levain. Le pétrissage peut être manuel et la fermentation est à froid. Si on prend Renan, on va surtout trouver du Renan moulu sur cylindre, régulièrement panifié avec de la levure, pétrissage spirale, fermentation directe. Lorsqu'on regarde les résultats pour chacun des critères dont on a l'habitude maintenant, les protéines totales, on a légèrement plus de protéines totales chez Renan. Les protéines aisément extractibles, là, elles sont quand même plus importantes et on est quasi du simple au double. Pour Barbu et toutes les conditions un peu artisanales. Par voie de conséquence, les protéines difficilement extractibles sont plus importantes chez Renan, cylindre, levure, spirale directe. On a aussi des protéines inextractibles plus importantes ici, de même que des protéines non digérées in vitro plus importantes ici. Donc, on a vu que les différences principales étaient essentiellement dues aussi au fait que là, on utilise du levain et là, on utilise de la levure. Donc, Lauriane va nous expliquer à quoi ces différences sont dues et que peut-être qu'il y a aussi des différences finalement selon les levains que l'on étudie. Voilà. Donc, Lauriane, à toi la parole. Oui, merci. Alors, je vais vous présenter le diapo. Lauriane, n'oublie pas de te présenter aussi. Ok, donc Lauriane Mietton, moi je suis en doctorat avec Delphine Sicard à INRAE dans une UMR qui s'appelle
SPO, Sciences pour l'œnologie. On étudie notamment les levures. Alors, hop. Voilà, donc vous voyez bien le diapo? Parfait. Merci. Donc, on a effectivement étudié aussi plus précisément l'effet du ferment. Alors là, c'est juste une diapo pour revenir un peu sur les différents ferments qu'on a étudiés. Donc, le ferment est composé d'organismes vivants microscopiques, des micro-organismes qui vont consommer les sucres de la farine qui sont stockés sous forme d'amidon pour se multiplier et produire d'autres composés comme le CO2, les acides lactiques, acétiques. C'est la fermentation. Et deux ferments sont couramment utilisés en boulangerie, donc la levure commerciale et le levain. Et donc la levure commerciale contient des champignons unicellulaires qui sont donc les levures et qui, pour cette levure commerciale, en fait, sont des clones d'une seule et même espèce, Saccharomyces cerevisiae. Alors que dans le levain, c'est beaucoup plus diversifié, donc, puisque le levain abrite des levures, mais aussi des bactéries, et qu'en plus de ça, ce sont plusieurs espèces de levures et plusieurs espèces de bactéries qui cohabitent. Donc, sur les photos là, que vous pouvez voir en microscopie électronique, à gauche, donc, la levure de boulanger, et à droite, en fait, une photo de levain avec une granule d'amidon et dessus un bâtonnet notamment qui représente une bactérie lactique et en forme plus arrondie et plus gros la levure. Et vous pouvez voir aussi des sortes de filaments qui rejoignent les granules d'amidon et en fait qui représentent le réseau de gluten, donc l'association des deux familles de protéines, les gliadines et les gluténines. Donc, notre problématique ici, elle est de savoir quel est l'impact du ferment sur le gluten. Et donc, ça, c'est le schéma de l'expérience. Donc, on est parti des deux farines Renan et Barbu. Donc, les boulangers ont ensuite fabriqué des pains avec 3 levains différents, 3 levures commerciales différentes et 2 mélanges levain-levure. Donc, les 3 levains ont été caractérisés au préalable et on a identifié leur espèce majoritaire de levures et de bactéries. Donc ici, tous les levains ont la même espèce majoritaire de bactéries qui est Fructolactobacillus sanfrancisensis. Par contre, ils diffèrent par leur espèce de levure majoritaire. Donc pour le levain CRA qui a été fourni par le collectif Cravirola, on a Kazakhstania bulderi en espèce de levure majoritaire. Pour le levain EDI d'Edith Bricio, c'est Saccharomyces cerevisiae et Kazakhstania unispora. Et pour le levain STE de Stéphane Marou, c'est Saccharomyces cerevisiae et Torulaspora delbrueckii. Les 3 levures commerciales différentes, en fait, on a utilisé 3 marques de levures qu'on peut trouver sur le marché. Et donc, on a analysé les protéines des pains au regard des différents ferments et des différents blés. Alors, quand on parle de protéines des pains, comme ça a été dit précédemment, on peut regarder plusieurs choses. Donc, d'abord, les protéines totales. Ensuite, les différentes fractions protéiques. Donc, ici, je rappelle, c'est les protéines facilement extraites, les protéines difficilement extraites et celles qui ne sont pas extraites. On ne parle pas ici de gliadine et de gluténine ou d'albumine parce que en fait, c'est possible de les quantifier dans les farines, mais comme la cuisson du pain induit une dénaturation thermique, l'extraction nous permet seulement de récupérer des morceaux de protéines qu'on ne peut pas complètement attribuer à une gliadine ou une gluténine, par exemple. Et donc, on a aussi regardé les protéines non digérées suite à la digestion enzymatique in vitro. Ces différentes catégories de protéines analysées, donc c'est ce qu'on appelle en statistique nos variables quantitatives, et nous allons maintenant regarder si leurs valeurs sont différentes, si on fait varier nos 2 variables qualitatives, le ferment et le blé. Alors, l'analyse statistique révèle que la quantité de protéines non digérées des pains n'est pas significativement différente entre les différents ferments et les différents blés dans cette expérience. Par contre, blé et ferments ont des effets significatifs sur les autres catégories de protéines. Donc, regardons dans un premier temps les protéines totales, où le blé explique majoritairement la différence de valeur. Voilà.
Donc, le blé est l'effet majoritaire, celui qui a le plus de poids statistique dans l'explication des variations de valeur de la quantité de protéines totale. Et comme vous le voyez donc, sur la figure, les blés barbus ont une quantité de protéines qui est plus faible que le blé renant, quel que soit le ferment utilisé. Donc, vous voyez les 8 ferments qui s'affichent, les 3 levains, les 2 mix et les 3 levures. Donc maintenant, si on regarde les fractions protéiques, où cette fois-ci, c'est le ferment qui a un effet significatif majoritaire. Voilà déjà une première figure où est schématisée la distribution des protéines des 3 types de pain, donc le pain au levain, le pain mix et le pain à la levure, avec en vert la proportion des protéines facilement extraites, en orange celles difficilement extraites et en rouge celles non extraites. Et donc là, le résultat qui est illustré avec cette figure, c'est que les pains au levain ont de manière significative plus de protéines facilement extraites. Et on va regarder plus en détail maintenant avec cette seconde figure. Alors, je vais vous expliquer. Donc, sur l'axe des ordonnées, vous avez le pourcentage des différentes fractions par rapport aux protéines totales. Ensuite, sur l'axe des abscisses, vous avez pour les 3 catégories de fractions de protéines, donc les protéines facilement extraites, les difficilement extraites et les non extraites, les valeurs des pains faits avec les 8 ferments différents, donc les 3 levains qui sont plutôt dans les couleurs bleues, les 2 mixtes dans les couleurs un peu vert-bleu et les 3 levures plutôt dans du jaune-vert. Voilà. Donc, ce qu'apporte ce graphe de plus par rapport à la figure précédente, c'est en fait la significativité des résultats. Et c'est représenté avec les petites lettres au-dessus des barres. Donc, elles indiquent en fait le groupe statistique. Si elles sont différentes entre elles, ça veut dire que les valeurs sont statistiquement différentes. Et par contre, si elles ont au moins une lettre en commun, elles sont identiques en statistique. Donc, si on regarde les protéines facilement extraites qui se trouvent sur la gauche, on peut donc clairement voir que tous les pains à la levure ont des valeurs statistiques identiques, avec la même petite lettre E, et plus faibles que tous les autres pains, puisqu'il n'y a aucun E en commun avec les autres valeurs. Et maintenant, si on regarde encore plus en détail et qu'on regarde les valeurs pour les 3 levains, on observe que la quantité de protéines facilement extraites, elle est différente en fonction des levains, selon les 3 levains. Donc, ces 3 pains, pour rappel, qui ont été testés, donc ils avaient des levains qui différaient selon leur levure majoritaire. Et donc, avec ce graphique, ça indique que potentiellement, les levures du levain ont un rôle sur la distribution des protéines et donc du gluten du pain. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Donc déjà, c'est l'effet majoritaire de la variété de blé sur la quantité de protéines totales des pains faits avec des ferments variés. Donc ça, c'était aussi un résultat qu'a présenté Dominique tout à l'heure. Ensuite, c'est l'effet majoritaire des ferments sur les proportions de protéines, donc les facilement extraites, difficilement extraites et les non extraites, avec aussi une quantité de protéines facilement extraites qui est plus importante dans les pains en levain que dans les pains en levure. Et enfin, on a montré que cette quantité, elle varie entre les pains en levain. Et donc, il faudrait notamment tester plus en détail en fait, l'effet de l'espèce majoritaire des micro-organismes du levain, notamment des levures, sur les fractions protéiques des pains. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos présentations. Alors, j'ai quelques questions qui ont déjà été posées là dans le petit l'espace questions-réponses. Donc, peut-être tant qu'on est là, Lauriane, sur le sujet des levains, il y avait quelques questions. Alors, on demandait est-ce qu'il y a une différence entre le levain frais et le levain déshydraté acheté en magasin bio, par exemple?
Oui, alors Lauriane ou Delphine Sicard aussi, si vous voulez intervenir l'une ou l'autre. je peux donner un Vas-y, début Lauriane. d'élément de réponse. Alors, il faut regarder la composition des levains qui sont achetés. Souvent, dans les levains déshydratés, il y a aussi de la levure. Donc, effectivement, dans ce cas-là, c'est différent. Voilà, généralement, il y a quand même une différence entre un levain déshydraté et un levain frais. Donc, peut-être que les boulangers ont plus d'expérience là-dessus. Là, parmi les levures qu'on a testées, on en a testé une qui était fraîche, enfin 2 qui étaient fraîches et une qui était déshydratée. Et effectivement, à chaque fois, quel que soit le type de levure, c'est quand même le levain qui permet d'avoir plus de protéines extractibles que la levure. Et que la levure soit finalement déshydratée ou fraîche, on n'a pas de différence significative. Merci. On a d'autres questions, un petit peu de compréhension. Il y avait une question, s'il y avait une différence entre la norme AFNOR et la norme BPA. Donc Oui, alors Dominique, un petit j'ai peu quand tu as répondu, présenté ce qui était fait à Festival des Pins. voilà, j'ai répondu que non, hein. Non, il n'y en a pas. D'accord. C'est la même. OK. Donc on a juste une remarque qui est faite, qui est que la liste des variétés de blé recommandées, par la meunerie était établie par les meuniers et que les boulangers n'étaient pas consultés, pour, faire et ni pour, constituer cette liste. Donc ça, c'est une remarque, qui a été faite. Par rapport à la mouture, il y a 2 questions. Quelle est la teneur en cendres des farines produites sur meule de pierre par rapport aux farines, produites sur cylindre? Et aussi, une personne qui comprend donc, que la mouture que selon la mouture, on a plus de protéines et pourquoi? Alors sur les farines sur meule de pierre, on est aux entre T80 et T100. Celles qui ont été produites sur cylindre sont plutôt aux alentours de T45, T50 et ces farines-là, on les a remontées pour être à peu près au même niveau que les meules de pierre, avec des sous. Est-ce que vous Alors pouvez pourquoi il y a une oui, différence? vas-y, merci. La différence, la meule de pierre, en fait, embarque aussi l'enveloppe du grain pour la plupart du temps et c'est très proche de l'enveloppe du grain que l'on va trouver des protéines qui sont éliminées lorsqu'on est sur mouture sur cylindre. Donc, c'est assez classique qu'une mouture meule de pierre conserve plus de protéines qu'une mouture cylindre. Merci. Il y a quelques questions, sur les protéines et sur voilà, comment sont dosées, les protéines et est-ce qu'il y a un intérêt à analyser le poids moléculaire des protéines du gluten? Donc là, un petit peu plutôt sur Alors, les vos protéines ont été méthodes. dosées on a dosé les protéines totales par la méthode de Gjeldahl et analyser les poids moléculaires du gluten, ça va être un peu compliqué dans la mesure où, pour défaire un gluten, il va falloir casser un petit peu avec un réducteur et des ultrasons, donc on n'aura pas une très bonne idée des poids moléculaires, de quelque chose qui pourrait être natif, en fait. Est-ce que, vous pourriez nous compléter un petit peu cette information pour les personnes qui sont un peu moins, connaisseuses des Alors c'est pas, bon, je sais pas comment quel est en fait, ce que veut savoir exactement la personne, mais on a un réseau qui est, dans le pain qui est rigidifié avec la dénaturation thermique, avec des liaisons très fortes qui se créent. Si on veut solubiliser les protéines, on va être obligé de les casser, de les détruire, donc on n'a plus une idée de ce qui est vraiment, c'est comme un mur de briques. Si vous le démolissez complètement, vous aurez plus tout à fait une bonne idée de quelle était sa structure et quels étaient, les éléments au départ. Certains vont être cassés et on va plus pouvoir avoir accès à l'état natif, en fait, de la molécule de départ.
Oui, je crois qu'il faut bien comprendre, parce qu'il y avait une question comme ça tout à l'heure. À chaque fois, là, ce que l'on vous a présenté, c'est uniquement les résultats acquis sur le pain, donc cuit, hein, bien sûr. Donc, le pain sortant du four et refroidi après, mais ce sont les résultats pain. Lorsqu'on a présenté les résultats, lorsqu'on a comparé des moutures, ce sont donc des comparaisons faites, mais on a regardé l'impact des moutures sur le pain cuit qui arrive chez le consommateur. Hein. Voilà. Qu'il n'y ait pas de confusion là-dessus, parce que j'ai cru voir tout à l'heure une question. Nous n'avons pas là du tout présenté les résultats que l'on a acquis sur la farine ou sur les pâtes à pain, sachant qu'on a énormément de résultats là-dessus qui feront l'objet de webinaires là, qui viendront. On a décidé cette fois-ci de se concentrer sur le produit fini tel qu'il est consommé la plupart du temps par les gens, donc le pain. Et en plus, on a considéré que la mie, on n'a pas inclus les croûtes. Ouais. Parce que la cuisson est plus difficile à maîtriser. Il y a plein d'éléments qui font que c'est plus compliqué. Il faudrait vraiment continuer les études pour aussi intégrer la croûte, par exemple. OK. On a une petite, demande de précision, pour savoir si le taux de protéines extractibles, facilement extractibles, est comparable au taux d'assimilation par le corps humain? C'est là où on bloque pour l'instant, puisque tant que nous n'avons pas fait une étude clinique, on ne peut pas du tout affirmer ça. Donc, ce que l'on présente, c'est juste ce qui pourrait passer pour du bon sens, mais qui n'en est peut-être pas. Mais bon, notre hypothèse est que si on a des protéines qui sont facilement extractibles par les méthodes que l'on a vues, on peut penser qu'elles sont du coup plus facilement assimilables par le corps humain. Mais ça reste une hypothèse tant que l'on n'est pas passé au niveau d'un travail en recherche clinique. De même, le test de digestibilité in vitro que l'on vous a montré, dans quelle mesure reflète-t-il la digestibilité humaine? On n'en sait rien. Je vois qu'il y a nos collègues de Clermont-Ferrand là, qui sont connectés, donc, notamment l'équipe de Catherine Ravel qui travaille avec des digesteurs qui sont des vrais digesteurs, hein, mais qui aussi sont censés mimer un peu mieux que notre tube à essai ce qui se passe dans le corps humain, mais on observe des tendances relativement comparables d'après ce qu'a précisé Catherine la dernière fois. Bon, Catherine, si tu veux prendre la parole, là, tu la prends bien sûr. De même que si Émile Black ou Stéphane Marou, vous voulez rajouter des choses sur les manipes ou s'il y a d'autres personnes, enfin, je veux dire, la parole est à vous, Voilà. tout ça, y compris par le micro. Alors, par contre, je pense qu'il faut activer les micros. Comment on fait là, Christophe, pour activer les micros? Non, voilà, Christophe, si tu peux nous activer les micros Oui. de Catherine Ravel, Émile Plac et Stéphane Marou, ce serait super, dans un premier temps. On a une autre question en attendant que cette manipulation technique soit faite, pour, Lauriane, et Delphine. Alors je la perds, c'est sur la différence. Est-ce qu'il y a une différence entre le levain liquide et le levain dur? Est-ce que ça peut être Alors, remarqué dans ce projet-ci et puis sinon nous ouvrir vers d'autres projets? oui. Alors là, on n'a pas testé effectivement la différence le vin dur et le vin liquide. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, hein, c'est une question de taux d'hydratation. Le vin liquide est plus hydraté. Voilà, là, ça n'a pas été testé. Et je ne me souviens plus, mais je crois que les levains avaient un taux d'hydratation similaire. Delphine, peut-être que… Oui, à peu près, c'est ça, c'était assez proche. On l'avait pas estimé parce qu'en fait, ça dépend complètement des rafraîchis. On avait laissé à chaque boulanger le choix de son entretien de levain et de sa préparation de levain tout point pour la panification. Donc, on n'avait pas pu l'estimer, on ne l'avait pas estimé au laboratoire, mais c'était assez proche. Mais pour élargir sur d'autres projets, en fait, on travaille cette année dans le cadre d'un projet émergent qui s'appelle CO3 Levain, justement, sur la co-construction d'un projet de recherche autour des levains.
où on discute justement notamment de est-ce que ce serait intéressant d'étudier la diversité de fonctions, d'activités protéolytiques ou d'autres choses, des levains pour la boulangerie, quoi. Donc, si ça vous intéresse, je fais un appel. Vous pouvez nous contacter, Christelle, Lauriane ou moi, voilà, pour aller plus avant justement sur l'impact des différents levains sur les protéines et d'autres facteurs de la qualité des pains. Merci. Il y a 2 autres questions, sur le, pétrissage et est-ce que justement on a des explications par rapport au fait que le pétrissage mécanique, favoriserait les protéines facilement extractibles? Il y avait 2 questions là-dessus. Là, j'aimerais bien, moi, que Émile donne son avis. Parce que le pétrissage manuel, bon, moi, j'ai vu Émile le pétrir manuellement, c'était quelque chose, quoi. Il avait énormément de force, une Alors vraie séance de ouais. sport. Une des questions est aussi posée par Stéphane Marou, qui a participé aussi à cette manip, donc on aimerait bien avoir Et oui, aussi oui, et Stéphane Marou les aussi a retours. participé effectivement le premier jour là-dessus, oui. Donc, Donc moi, vous j'aimerais bien avez avoir leur avis là-dessus, oui. Allô, vous m'entendez du coup ou pas? Oui, oui, un peu loin parfait quand Émile. même. Un peu loin? Ouais. C'est bon, c'est bon. Alors, je ne saurais pas trop, j'avoue, apporter de réponse. Après, c'est vrai que le pétrissage mécanique est bien plus intensif. On a bien plus de rabats en fait, consécutifs et de découpage et de passage en tête de la pâte. Donc, je pense que ça forme davantage le réseau. Alors que le manuel, il est bien plus… Alors, il paraît plus physique et plus dynamique. Mais dans la pâte, je pense qu'il est moins. On observe quand même là, Émile, qu'on a des protéines plus difficilement extractibles suite au manuel. Donc, avec vraiment une impression de pâte qui a eu beaucoup de force. Ouais. Mais bon. On a une hypothèse, est-ce que ça pourrait être en lien avec le taux d'hydratation de la pâte entre le pétissage, mécanique et manuel? Bonne question. Voilà, vous comprendrez que sur ce sujet-là, il manque encore des éléments et en tout cas, c'est quelque chose à creuser parce que c'est pas effectivement l'effet, Après, qui aurait pu s'attendre. ce qui est sûr, c'est qu'une Oui, une personne dure, nous parle d'un effet volume, pourquoi pas, oui. après, ce qui est sûr, c'est qu'une pâte dure va se pétrir plus rapidement qu'une pâte souple. Ça, c'est dans la pratique. Donc, Bonjour, c'est Stéphane Marou. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien avec l'oxydation, le fait que la pâte soit plus oxydée justement avec le pétrissage mécanique? C'est vrai que c'est étonnant ce résultat, je trouve. Voilà, le mystère pour l'instant restera complet. On a une autre question. Est-ce que la quantité de sel utilisée, qui peut varier selon les pratiques entre 12 et 18 grammes par kilo de farine, pourrait jouer sur la disponibilité des protéines? En théorie, oui. Après, on n'a pas de quoi le montrer là. On n'a pas suffisamment de diversité de teneur en sel pour Oui, montrer ça dans pour nos montrer résultats. ça. Mais ça serait peut-être quelque chose à creuser, oui. Après, si je pourrais réagir là-dessus, c'est vrai que si je compare par rapport à la pratique, où en boulangerie, on fait du pain sans sel et du pain classique avec du sel, du coup, vraiment la différence, c'est qu'un pain sans sel, on va avoir une pâte beaucoup plus extensible, même très, très extensible. Ça, c'est significatif en tout cas. Après, ça doit jouer donc sur le réseau, c'est sûr. Et comment, je ne saurais pas expliquer là. Est-ce que des gens comme Serena ou David Pichereau, là, est-ce que vous voulez prendre la parole pour en dire un peu plus? Parce que peut-être que vous avez justement
une bonne expérience ou un témoignage à nous donner là. Est-ce que tu peux ouvrir les micros, Christophe, s'il te plaît? Toujours compliqué ces webinaires parce qu'on est sur des systèmes qui verrouillent tous les micros au départ, donc désolé. Mais si on peut les ouvrir, ça sera bien. Pendant ce temps, tu veux que je dise un petit peu quelques mots sur ce qu'on a observé sur le programme Gluten Safe et sur le programme Gluten? Oui, très bien. Super, merci. Donc voilà, nous, au niveau du pain, on a étudié, on a choisi 17 variétés contrastées à partir d'un essai qui avait été fait en 2 lieux qui comprenait 75 variétés, des variétés anciennes, des variétés modernes, que l'on avait caractérisées finement pour la composition en protéines, pour la taille des polymères et sur plein de caractères phénotypiques. Et on a mis en évidence, comme vous d'ailleurs, il y avait une variabilité liée aux variétés pour la digestibilité des protéines observées avec un digesteur artificiel, et ce, au bout de 2 heures de digestion. Donc, on est à peu près à mi-digestion. On avait pour les variétés qu'on avait choisies, on les avait transformées en pain selon la norme AFNOR que vous avez utilisée. Donc, nous, un seul procédé de panification. Les caractères des plantes, enfin des farines qui étaient le plus corrélés avec l'index de digestibilité, on avait la teneur en protéines du grain qui était très corrélée avec la digestibilité. Plus on en avait et plus la variété, plus meilleure était la digestion des protéines. Ensuite, c'était un peu pour s'amuser, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. On avait génotypé toutes les variétés de la manip et on s'est aperçu quand même qu'il y avait des distances génétiques à Renan, qu'on avait calculées chromosome par chromosome, qui étaient liées à la digestibilité. Donc peut-être des éléments sur les chromosomes en question qui pourraient permettre qui montrent une dimension génétique de la digestibilité in vitro. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je viens de vous faire un petit résumé plus ou moins clair à 19 h. Non, c'était très bien. Donc, en fait, oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est une manip qui est très complémentaire à celle-là et qui a pris une approche assez différente au départ et beaucoup plus axée sur les variétés que sur le process. Avec un très grand nombre de variétés testées. Mais ce qui est intéressant, c'est que les résultats vont dans le même sens que ce que l'on vient de présenter, c'est-à-dire effectivement le lien protéines, même si on n'est pas si vite aujourd'hui, mais un lien quand même entre teneur en protéines et digestibilité. Plus on a de protéines, plus on a de protéines qui sont digérées in vitro. Ce que tu dis aussi sur la distance génétique, le fait que, ce que tu dis, la surrenance, c'est intéressant, là, il y a la digestibilité, mais on voit effectivement que la variété, elle agit très fortement, comme on l'a vu sur la teneur en protéines, elle agit aussi un peu sur le test de digestibilité. Donc voilà, il y a quelque chose à glaner là-dedans au niveau des variétés. Ok, ben merci. Catherine, il y a une demande pour savoir si il va y avoir accès aux publications et aux résultats de votre projet de recherche. Oui, bien sûr. On est sur. Alors déjà, il faut savoir que l'étude sur le pain a été soumise à publication fin janvier. Donc c'est toujours pareil hein, quand on fait un article. C'est une doctorante qui a travaillé là-dessus, Mélanie Lawagna, je pense qu'elle écoute. Et oui, quand on soumet un article, on espère toujours qu'il sera accepté et qu'on pourra diffuser, et puis diffuser très largement les résultats. De toute façon, on a quand même commencé à diffuser les résultats, puisque Mélanie a déjà fait une conf, notamment au colloque Graines. Donc, les résultats qu'on a sont faits pour être publiés, pour être diffusés au public le plus large possible.
Merci beaucoup. Monsieur Fréchou, qui souhaitait intervenir, vous pouvez maintenant baisser votre petite main et on vous laisse la parole. Vous avez le micro qui est ouvert. Alors, on ne vous entend pas. Mais le micro est encore éteint, fermé. Il faut l'allumer. D'accord. Oui, bonsoir, vous Super. m'entendez? Oui, là, oui. Oui. Très bien. Oui, donc Francis Fréchou, donc je suis la personne qui remplace Sophie Roosevelt. Donc, Oui. effectivement, donc bonjour à toutes et à tous. Je souhaitais un petit peu poser la question, je viens de voir qui est posée par Sophie Guiraud également, pour savoir quelle était la suite qui serait donnée à cette étude. Pour voir justement au niveau donc, de l'intolérance au gluten ou autre, ce que vous envisagez de mettre en place. Alors juste en petit rappel, donc le lycée agricole d'Auzeville a été un des partenaires, de ce projet et nous avons fait, plusieurs, à la fois fabrication de semoules et fabrication d'échantillons de pâtes. Donc on fait plus référence au lycée agricole dans le webinaire sur les pâtes de vendredi. Mais voilà, c'est chouette d'avoir aussi une de vos interventions pour pouvoir mentionner les collaborations avec le lycée agricole. Dominique, je te laisse répondre sur la suite. Oui, merci d'être présent. Donc, la suite, il y a plein de suites, puisque déjà, ce projet était très fortement adossé à un projet qui va également se finir assez rapidement, là, au mois de mars, qui s'appelait Activablé, et qui est un projet dans lequel on a un peu plus étudié les filières céréalières locales et les différents problèmes qu'il y avait, et notamment les nouvelles céréales, enfin les autres céréales que les paysans et artisans pastiers de la région Occitanie utilisent, avec donc un focus sur le petit épeautre. On s'embarque dans un projet européen qui commence au mois de mars. Si Yuna Chifolo est là, Yuna, tu pourrais prendre la parole pour en dire 2 mots, puisque ça va être coordonné par Yuna Chifolo. Un projet important aussi autour des espèces de céréales sous-utilisées, mais aussi autour des espèces de légumineuses sous-utilisées. Et donc, nous, ça fait des années que l'on travaille aussi ce lien entre les associations culturelles entre céréales et légumineuses, et comment, une fois que c'est associé sur le terrain de l'agriculteur, on peut également l'utiliser pour fabriquer directement des pâtes, si on est blé dur, pois chiches, blé dur, lentilles par exemple, ou éventuellement du pain. Donc il y a du travail de réflexion sur ces associations culturelles et la valorisation. Faut-il trier après récolte, ne pas trier, les utiliser en mélange ou pas? Quelles sont les questions des acteurs autour de ça? Donc voilà, un travail important là-dessus. Ensuite, nous avons toujours en tête de poursuivre avec des équipes du CHU de Montpellier sur une étude clinique. Voilà, c'est du temps, c'est des contacts qu'il faut qu'on réactive, mais cette manip, finalement, qui était un peu la préliminaire pour essayer de repérer quels étaient les facteurs les plus importants, elle nous a permis de mettre le doigt sur des facteurs un peu majeurs et on a envie maintenant d'aller un peu plus loin aussi. On a parlé du four tout à l'heure, hein, refaire une expérimentation autour du four. Voilà, revérifier four à bois versus four électrique, qu'est-ce qu'on obtient. Et en allant ensuite, comme on le disait, hein, jusqu'aux études cliniques permettant d'aborder la digestibilité chez l'homme, chez l'humain, de ces pains et de ces pâtes. Yuna, est-ce que tu es par là pour dire 2 mots sur le projet européen? Oui. Oui, je suis là. Bonjour. Okay. Bonjour à tous. En effet, moi, je suis aussi chercheur à l'INRA et oui, donc on va continuer à l'échelle européenne pour toujours, pareil, voir un peu travailler sur les filières céréales et souvent couplées dans le cas de production en agroécologie. C'est aussi ces productions qu'on essaie à la fois de documenter, hein, parce qu'il nous semble intéressant de regarder ça. Donc, agroécologie est souvent, finalement, concrètement, dans l'agriculture biologique, sans exclusif toutefois. Hein, donc,
l'agroécologie au sens large, donc en regardant comment de la semence jusqu'au produit fini, à la fois eh bien, on peut mieux caractériser les pratiques et puis les qualités de ce qui va être produit dans ces filières et les caractériser aussi de manière participative. C'est aussi ça c'est tout un pan aussi du travail qui n'a pas été présenté là, parce que c'est intéressant d'avoir des analyses technologiques, biochimiques, mais aussi c'est important d'associer les consommateurs, les boulangers, enfin bref, les acteurs des filières, mais aussi les citoyens, donc aussi sur tout ce qui peut être dit, car tout ce qui est important à partir de ces filières, tout ce qu'elles produisent finalement, en termes aussi, y compris de paysage, de contribution au patrimoine gastronomique, culturel, voilà. Donc, c'est aussi vers cette évolution, cette dynamique-là, très participative, avec des living labs dans différents pays d'Europe, avec vraiment cette idée d'évaluation participative de ces filières, de la semence jusqu'aux différents produits qui en sont issus, et dans les territoires. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes pour terminer ce webinaire. Il y a un petit échange là sur le chat avec une de nos partenaires et Catherine Ravel, donc Marie-Hélène Robin de l'école d'ingénieurs de Purpan, qui participe justement aussi aux projets qui vont continuer suite à Gluten Mythe ou Réalité sur la question de la fertilisation. C'est quelque chose qui n'a pas pu être testé convenablement dans le cadre du projet Gluten Mythe ou Réalité, et donc qui viendra être complété par le projet des équipes là autour de Catherine Ravel. Dominique, je peux te laisser la main pour conclure sur les 2 minutes qui nous restent. Oui, merci. Bon, je ne vais pas repartager mon écran, ou alors peut-être je peux quand même. Tac. Voilà, bon. Est-ce que vous avez la diapo de conclusion en vue? Oui. Christelle, tu la vois? Oui, oui. Ok. Donc, ben voilà, donc je reprends juste là la partie protéines aisément extractibles que nous avons vue tout à l'heure, avec la très grande proportion qui est liée donc au ferment. Hein. Donc, c'est vraiment les principales conclusions de cette étude-là. Ce ferment, le levain, qui joue énormément sur cette capacité d'extraction des protéines dans le pain. On a vu aussi que selon la variété choisie, on va avoir des différences notoires. La meule de pierre va permettre d'avoir des protéines plus facilement extractibles que le cylindre. De même que les autres techniques que nous avons déjà vues, hein, spirale, fermentation à froid et four à bois. Donc, je tenais en conclusion à remercier très, très, très chaleureusement l'ensemble des acteurs qui se sont impliqués avec nous, des partenaires qui se sont impliqués dans cette recherche qui a été très participative, puisque je le rappelle, c'est quand même un projet qui date de 2012 dans les réflexions et qui a demandé au moins 3 ans de co-construction, le temps qu'on se mette tous autour de la table, qu'on trouve le temps, les paysans, les agriculteurs, boulangers, meuniers et chercheurs, qu'on arrive à trouver des dates pour se retrouver. On s'est retrouvés à de très nombreuses reprises chez les uns ou chez les autres pour construire ce projet. Et ensuite, vous vous êtes très largement impliqués, vous les partenaires aussi. On l'a vu, on a cité Stéphane Marou, Émile Black, mais aussi Jean-Pierre Passaga des Moulins de Soré, qui nous a donné qui nous a donné de très bons conseils et l'accès à Festival des Pins. Tous ceux de Festival des Pins, François Kézergue, Alexandra Guénon, tous les agriculteurs qui ont fourni des semences. Un très très beau projet avec une très très forte participation des partenaires et ce qui est suffisamment rare et donc très notable dans ce projet de recherche-là. Ça nous permet d'arriver à des conclusions quand même qui sont très intéressantes, mais comme toujours, on arrive à des conclusions, on a toujours envie d'aller plus loin dans la recherche, donc on l'a vu. On a envie de gratter un peu plus sur le système de culture, comme dit Marie-Hélène, on n'a pas tellement regardé. On l'a regardé très peu finalement. On a essayé de faire de la comparaison entre un système de culture bio et un système de culture faible intrant. Et c'était finalement pas assez discriminant pour qu'on observe quelque chose de très pertinent, donc on ne vous l'a pas présenté.
On a beaucoup de questions donc, et vous les avez eues vous-même, ces questions. Hein. Vous voyez qu'on est un petit peu gêné pour répondre. Pourquoi un four à bois réagit différemment d'un four électrique, enfin, impacte différemment. Pourquoi aussi une telle importance de la meule de pierre par rapport à une meule cylindre. Enfin, bon, des réflexions qui nous donnent envie d'aller plus loin. Et donc, on fait appel à toutes les bonnes volontés qui sont ici présentes et tous les gens qui souhaiteraient s'impliquer, alors bonne volonté ou pas, parce que de toute manière, l'intérêt, c'est de participer, on en retire toujours quelque chose. Donc, vous êtes tous les bienvenus sur de futurs projets que l'on aura. On en a cité 2, hein, Activablé et puis le projet Divine Food. On en a d'autres qui vont également être proposés. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous joindre. On a vos adresses mail grâce à l'inscription à ce webinaire. Donc, nous reprendrons contact avec vous. Vous aurez notre adresse mail. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous renvoyer un message en disant « ça m'intéresse d'en savoir plus, ça nous intéresse de continuer un petit peu l'aventure avec vous » et on sera très heureux de vous accueillir. Voilà. Donc, un grand merci à tous. Merci pour votre participation à ce webinaire et toujours dans l'attente de réactions de votre part et même de questions. Et on va continuer. Donc, on vous l'a dit, on a présenté là on est de l'ordre de entre 5 et 10% des résultats acquis que l'on vous a présentés ce soir. C'est extrêmement peu. On a énormément de résultats sur la farine de blé tendre, sur la pâte à pain qui a été prise à différents moments, hein, après des tentes, à 4 ou 5 moments lors de la panification. Des résultats également très intéressants sur la manière dont évoluent les protéines dans la pâte à pain, justement en fonction de ces différents temps. On vous les présentera lors de webinaires futurs. On essaiera de mettre des petites capsules vidéo un peu rigolotes sur le net de temps en temps et on vous préviendra dès qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais on est toujours très à l'écoute et très intéressé par vos questions et par vos remarques qui nous aident à avancer. Un grand merci à tous et à bientôt, j'espère. Merci beaucoup. Voilà, on vous libère. Bonne soirée et on vous renverra des informations prochainement. Merci. 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 Au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.